Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Art News. Ce 15 mars, cela fait 22 ans que l'artiste français Victor Vasarely nous a quittés. Héritier du Bauhaus, il est aujourd'hui le plus grand représentant de l'art optique. Maître de l'illusion, il joue avec notre perception de l'espace. Ses œuvres les plus célèbres sont le logo de la marque Renault, Zèbre A et Veganor. Aujourd'hui dans Art News, on pose nos valises à 7 pour découvrir l'expo de l'artiste Charlélie Couture. Notre coup de cœur du jour, 2 globetrotteuses qui ont parcouru l'Europe à la recherche des pépites du street art. Dans la grande galerie, on vous raconte l'histoire de Jean-Jacques Lequeux, qui n'aurait apparemment pas construit grand-chose. Après avoir branché votre audioguide, vous saurez tout sur le serment des Horaces de Jacques-Louis David. Puis, on termine avec les pépites de l'actu à retenir. À 7, le musée Paul Valéry consacre un espace à un artiste qui manie aussi bien le micro que le pinceau. Charlélie Couture n'est pas ici pour présenter son dernier album, mais 27 tableaux dans le cadre de son exposition Passage. L'exposition réunit des œuvres qui ont été réalisées au cours des 5 ou 6 dernières années, c'est-à-dire des dernières années qu'il a passées de manière permanente à New York. Et elles sont toutes liées à l'espace urbain de cette immense cité, qui est une cité à l'urbanisme très orthogonale, autant dans son plan que dans sa verticalité, que dans son horizontalité. L'univers urbain, à la fois redoutable et rassurant, sonne comme un refrain, une obsession à travers l'œuvre de ce peintre qui chante. Peintre qui chante ou chanteur qui peint ? Il y a tout le questionnement qui est le sien, l'interrogation permanente sur la place de l'homme dans cet environnement urbain qui a été construit par l'homme pour lui permettre de vivre et qui génère autant de contraintes que de liberté que de contraintes. Il y a ces passages permanents d'une réalité à une autre. Grâce à la peinture, Charlélie Couture raconte ce que les mots ne peuvent pas dire. Cette présence du noir et du blanc qui est l'identité de la ville. Et à l'intérieur de cette ville, il y a des couleurs comme celles-là qui jaillissent, notamment les orangés, qui pour lui sont le symbole d'une ville en évolution, en construction. C'est les travaux, l'orange et la couleur des travaux. Une exposition qui ne manquera pas de surprendre les fans du célèbre chanteur. Au musée Paul Valéry jusqu'au 28 avril 2019. Partis en voyage à travers l'Europe à la recherche des street artistes les plus cool, Nat Oxygène et Brigitte Silol ont assemblé leurs trouvailles dans un ouvrage. Street Art Europe et Graffiti, publié aux éditions alternatives, présente 23 pays. Allemagne, Grèce, Portugal, Royaume-Uni, Hongrie ou encore Suède. Chaque ville d'Europe expose des street artistes plus ou moins célèbres, comme par exemple Bosco, un artiste bulgare qui recouvre les murs de Sofia avec ses monstres, ou encore le grec Abseth ou l'italienne Alice. Si vous êtes fan de street art, ce livre est fait pour vous. Il était une fois un architecte qui n'avait jamais rien construit. Jean-Jacques Lequeux a fourni une production prolifique de dessins d'architecture hors normes, sans jamais passer à l'acte. Entre utopie et érotisme, l'œuvre de cet artiste rouennais du siècle des Lumières intrigue. Jean-Jacques Lequeux, qu'on redécouvre vraiment aujourd'hui, est ce qu'on pourrait appeler un illustre inconnu. Il n'y a pas grand monde qui pourrait vraiment citer quelque chose qu'il a fait, ou même dire quelques grands traits de sa biographie. Après avoir suivi une courte formation de dessin dans une école gratuite de Rouen, il part à la conquête de Paris en 1779. Son objectif ? Devenir architecte. Cet homme vient de province, d'un milieu de petits artisans. Il n'a pas de réseau académique. Il n'a pas été élève à l'école royale d'architecture. Donc, comme à cette époque-là, comme à toutes les époques, quand vous n'avez pas, pour parler de manière un peu anachronique, de carnet d'adresses, eh bien c'est un peu compliqué d'émerger.
Mais Paris est en pleine effervescence architecturale. Le Panthéon est en cours de construction et son architecte, Jacques-Germain Soufflot, décide de prendre le jeune Lequeux sous son aile. C'est vraiment la belle vie pour Lequeux. Il travaille dans l'agence de Soufflot, il sent qu'il peut commencer à percer. Et en 80, donc un peu d'un an après, tout s'effondre. Il perd son protecteur, qui disparaît. Lui qui n'est pas académicien, finalement, les commandes, il n'est plus du tout le premier architecte auquel on va penser. Surtout qu'il n'a pour l'instant rien bâti. En 1789, la Révolution française gronde. Et là, alors, c'est vraiment le coup de semonce pour lui, parce que même cette carrière qui commençait un tout petit peu à décoller, tout s'effondre, les commandes se font de plus en plus rares, et il disparaît un petit peu des radars des architectes. Donc cet homme qui voulait être architecte ne trouve pas sa clientèle, pense à un moment, comme beaucoup de jeunes artistes de cette époque, que la Révolution va le sauver, va lui permettre de gagner une place que l'Ancien Régime ne lui donnait pas. C'est un échec puisque la Révolution se termine en fait par le retour d'une forme de hiérarchie. Ses rêves de grandeur et d'architecture sont réduits à néant. Il devient fonctionnaire au cadastre comme dessinateur technique. Parallèlement à son travail qui est très alimentaire, il continue à participer à des concours. Il n'en remporte aucun, le pauvre. Et il a une activité de production graphique intime, vraiment libérée de toute contrainte, qu'il fait uniquement pour son bon plaisir. Et vu que c'est des dessins qu'il n'expose pas, il est complètement débridé. C'est à partir de ce moment-là que Lequeux surprend son public par ses créations. Candidat à de nombreux concours, il propose un nouveau style. Utopiste et révolutionnaire, ses bâtiments sont étranges et surréalistes. Il y a une production qui est totalement déconnectée, dans laquelle on voit qu'il puise dans des sources extrêmement variées, c'est-à-dire qu'il va dessiner des jardins avec des fabriques, des monuments en forme d'animaux, notamment en forme de taureaux. On voit vraiment des choses très fantaisistes. Il est fasciné par la figure humaine. Des visages grimaçants, des corps aux positions lascives sont au sommet de ses bâtiments. Mais surtout, c'est cette série de nus très frontales qui complétera l'œuvre de ce bâtisseur de fantasmes. Des nus qui ont la particularité finalement d'être très érotiques, parfois même pornographiques. D'ailleurs, ils ont été classés dans l'enfer à la BNF quand les dessins sont arrivés. Mais ils sont en même temps pornographiques, érotiques, en tout cas anatomiques, alors même qu'ils sont rendus d'une manière très marmoréenne. C'est-à-dire qu'on dirait tout le temps des sculptures et non pas des humains. De la même manière que ces architectures, qui sont souvent de fantaisie, sont rendues de manière très organique. Donc il y a une interpénétration des genres chez Lequeux qui participe vraiment à ce trouble que l'on ressent. Cet artiste est peut-être un architecte raté, mais il reste un dessinateur visionnaire, voire surréaliste avant l'heure. Cette toile a fait de son maître l'un des peintres majeurs de son époque. Allez, on branche son audioguide pour tout savoir sur le Serment des Horaces, peint par Jacques-Louis David entre 1784 et 1785. Ce tableau reflète parfaitement la patte néoclassique de l'artiste. Il est l'icône de ce mouvement. La scène illustrée date de la Rome antique. Elle évoque le combat de 3 champions de Rome, les Horaces, contre les 3 champions d'Albe, les Curiaces. Un duel nécessaire pour mettre fin à une guerre sanglante. Les 3 Horaces prêtent serment avant d'aller combattre. Le sujet est emblématique du néoclassicisme. Les artistes de ce courant adoraient peindre des récits antiques. Autre caractéristique néoclassique, les personnages sont peints grandeur nature et la scène représentée est épurée. Aucun décor superflu n'est présent dans la toile, l'artiste s'oppose au style rococo de Watteau ou de Fragonard. Le clair-obscur emprunté au Caravage permet à David de mettre en valeur tous les personnages. Chaque groupe occupe un tiers du tableau. Au centre, le père Horace porte les épées de ses fils. Elles évoquent le combat à venir et sont les pièces maîtresses de la toile. Sa cape rouge suggère la violence et le sang. À gauche, les 3 frères sont unis, le dos droit et les bras tendus vers les armes. Ils suscitent le courage, le patriotisme et la fierté. L'artiste verse une dimension divine dans la toile en peignant une toge blanche au premier des 3 frères. À droite, c'est la consternation. La mère des Horaces en bleu réconforte ses enfants. En blanc, la sœur des 3 frères pleure leur départ sur l'épaule de la femme de l'un d'entre eux. Cette œuvre fait de son maître l'un des plus grands artistes néoclassiques de l'histoire de l'art.
La Fondation Louis Vuitton à Paris présente sa nouvelle collection, le Parti de la peinture, jusqu'au 26 août 2019. 70 peintures de 1960 à nos jours, mises en regard avec des sculptures ou des installations. Des artistes majeurs de notre époque, comme Pierre Soulages, Jesus Rafael Soto, Gerhard Richter, John Mitchell ou encore Yayoi Kusama. En Italie, jusqu'au 5 mars, les habitants des Pouilles étaient à la fête avec le carnaval de Putignano. À l'occasion de cet événement, le charretier Denis Bianco s'est fait remarquer. Il a créé un char qui ressemble trait pour trait à l'œuvre Le Baiser de Gustav Klimt. Mais ici, ce sont deux hommes qui s'embrassent pour lutter contre l'homophobie. Ce cinéaste et illustrateur belge réalise des dessins qui mêlent le réel et l'imaginaire. Vincent Bal utilise l'ombre des objets de la vie quotidienne pour compléter ses illustrations. Regardez cette parodie du Cri d'Edouard Munch, flippant. Et ce personnage de profil, il n'est pas terminé et pourtant cette fourchette va lui donner tout son sens. Voilà, c'est fini pour le Art News du jour.